CQFD, c'est maintenant et c'est sur Kwezi. Et c'est avec Salim Naouda. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je le fais. On va parler de départementalisation, si vous voulez, ce matin. Oui, on peut faire un tour et puis voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour les années à venir pour que Mayotte évolue encore mieux que ce que nous avons connu pendant ces 10 dernières années, effectivement. Donc, oui, il y a beaucoup de chantiers à mener pour harmoniser, pour arriver à une situation sereine et stable, j'espère, pour Mayotte. Alors, vous avez deux casquettes très importantes. Vous êtes d'un côté secrétaire général de la CGTMA à Mayotte, donc un leader syndical. Et de l'autre côté, vous êtes président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Exactement. Donc, vous êtes dans le combat pour les droits. C'est du social et du social. Et de l'autre côté, vous voyez aussi... Le social aussi. Voilà. C'est la continuité, justement, des combats que j'ai menés depuis toutes ces années. À la fois, j'accompagne les salariés dans les entreprises pour avoir des droits, pour avoir des statuts meilleurs. Et puis derrière, je les accompagne aussi dans des situations qu'on ne peut pas imaginer, disons, les accidents, ce qu'on appelle les accidents de la vie, où il y a aussi les bonheurs, puisqu'il y a la branche famille. Quand on a un nouveau qui arrive dans la famille, un nouveau-né, oui, c'est un bonheur. Donc, je suis dans ce milieu social du début, j'espère, jusqu'à la fin. Et c'est ça ce qui a été toujours mon souhait. Alors, 10 ans de départementalisation déjà, 10 ans d'un certain nombre de combats. Vous diriez qu'en 10 ans, les conditions sociales, matérielles, de prise en charge des salariés de Mayotte a beaucoup évolué? Je ne dirais pas qu'il y a eu une évolution que positive ou que du négatif. On est entre les deux, puisque après la départementalisation en 2011, nous avons commencé à avoir un élan de rattrapage sur, je peux prendre l'exemple du SMIC. D'ailleurs, au passage, je tiens à rendre hommage à Michel Taillefer, avec qui nous avions travaillé ensemble jusqu'à avoir eu un accord sur l'évolution du SMIC entre 2007 à 2010 pour rattraper le SMIC national. On était arrivé à 80% du SMIC national net. Et par la suite, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises, qu'il n'y a plus eu un accord pour rattraper le SMIC national. Donc, après, avec la grève de 2011, il y a eu une décision politique du gouvernement pour rattraper le SMIC net, parce qu'en même temps, il y avait un blocage au niveau de la fonction publique, qu'il fallait que les fonctionnaires de Mayotte intègrent la fonction publique de droit commun. Par contre, ils avaient créé un système particulier avec des échéances qui ont été beaucoup trop longs. Et avec, disons, un blocage, avec des mouvements que nous avons menés, avec un accord que nous avions signé en 2008, ça a permis de modifier la trajectoire qui était placée et réduire les temps de rattrapage qui nous amenait jusqu'en 2015. Et en même temps, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de rehausser aussi le SMIC de Mayotte pour rattraper ce niveau-là. Donc en 2015, on a rattrapé le SMIC net de la métropole par rapport au SMIC de Mayotte. Et donc ça, c'était un point positif au départ. Et en 2012, il y a eu des négociations interprofessionnelles pour à la fois annuler la prime d'ancienneté qui était versée chez les salariés, mais les syndicats nous avions donné les conditions qu'il fallait aussi appliquer les conventions collectives. Parce qu'il y a des mesures qui sont dans les conventions collectives qui permettraient que les salariés de Mayotte n'aient pas trop de pertes. Malheureusement, ce qui s'est passé, quand je dis il y a eu des positifs et des négatifs, malheureusement, ce qu'il y a eu, une fois que l'accord a été signé, il n'y a plus eu de négociations pour l'évolution des droits des salariés à Mayotte.
C'est pas parce que les syndicats des salariés n'ont pas demandé, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu une volonté de l'autre côté des employeurs. Et encore Pourquoi? pire, c'est la question qu'on s'est posée. Et pire encore, l'État non plus, quoi, parce que avant l'État, au niveau de la commission consultative du travail, Oui. euh, qui était tripartite, il y avait l'État, les représentants des syndicats des salariés et les représentants des syndicats des employeurs. On arrivait à négocier et à faire évoluer des choses à Mayotte. Oui. Après la départementalisation, même avant la modification du statut, le Code du travail de Mayotte, Qui a été un cette, gros inst chantier. voilà, cette instance est devenue une chambre d'enregistrement. Il y avait les directives parisiennes qui étaient arrêtées. On venait, le préfet nous réunissait pour nous dire les directives qui étaient décidées au niveau de Paris. Nous, on n'avait pas cette vision. On n'avait pas, dans tout le passé, cette méthode de travail. Donc, on a... Qui était plus dans la négociation. Dans la négociation et l'évolution sociale. D'accord. Donc, ça a changé de nature. Et malheureusement, il n'y a plus eu cette impulsion qui était à chaque fois de la direction du travail avant, qui était la DTEFP, qui est devenue la DIEC, et puis qui a changé aujourd'hui de nom. Il n'y a plus eu cette impulsion qu'il y a eu pour faire évoluer les droits des salariés. Malheureusement, et avec l'application du Code du travail en 2018, les choses se sont empirées encore, parce que le SMIC net qui était touché ou qui était versé sur les comptes des salariés, c'était plus ça. Donc les salariés, au passage, ils ont perdu plus de 150 € presque. Et pourquoi? Donc, tout simplement parce qu'on est passé de 39 heures Ah oui, à 35 35 heures. Sauf que il fallait, dans les discussions parisiennes, qu'ils prennent en compte cette notion, cet élément qu'on avait acquis, le SMIC net national. Et ce gouvernement de Macron, malheureusement, n'a pas pris en compte cet aspect et les salariés ont beaucoup perdu. Et puis, le côté négatif aussi, la politique répressive que subissent les salariés dans les entreprises, ça aussi ne fait pas évoluer les droits sociaux. C'est quoi une Quand politique répressive quand dans je les dis entreprises? politique répressive, déjà dans les négociations, les NAO, les négociations Oui. annuelles obligatoires, il n'y a rien qui avance. Les salariés, ils sont obligés de partir dans des grèves pour certains d'entre eux. Et pendant ces mouvements de grève, au lieu que l'employeur ouvre des négociations pour faire évoluer ou aller dans le sens de ce qui est choisi par l'ensemble de la population, puisque nous notre objectif, c'est quoi? C'est le droit commun, au final. C'est le rattrapage. Ouais, c'est le rattrapage. Et eux, ils font un blocage systématique. Et puis, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est faire venir un huissier avec des rapports que souvent, nous, on peut les contester. Malheureusement, c'est un huissier qui a prêté serment. Et devant la justice, ce sont souvent les salariés protégés qui se trouvent en face de la justice. Et souvent, on casse l'élan des grèves et des revendications dans les tribunaux. Donc, c'est une volonté, nous, on dit, du côté des employeurs pour ne pas faire évoluer les droits des salariés dans ce département. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il y a eu du bon, mais il y a du mauvais parce que tout ce qui est social, tout ce qui est droit des salariés n'a pas évolué. Et nous avons demandé l'application des conventions collectives, ne serait-ce que les premières applications qui s'appliquent dans les départements d'outre-mer. Nous avions à un moment mis en avant, ne serait-ce que les conventions qui sont appliquées dans les grandes entreprises qui sont dans ce département et qui pouvaient, les grosses entreprises dans ce département qui ont leur siège social dans un autre territoire, Oui. en métropole Oui. ou à La Réunion, que les conventions collectives qui sont appliquées dans ces entreprises soient étendues à Mayotte. Malheureusement, il n'y a pas eu de possibilité de le faire. En Et revanche, en même il y a temps eu celle aussi, du transport scolaire qui a été... ce n'est pas une convention collective. On reviendra. Et donc, et le pire, c'est que quand les syndicats de Mayotte, ils ont demandé l'application des conventions collectives à Mayotte, la ministre du Travail actuelle se permet de dire que ce n'est pas une priorité pour Mayotte.
Et c'est quoi la priorité? De continuer à exploiter les salariés de Mayotte alors que ce sont des salariés comme les autres qui sont dans les autres départements. Ils devraient avoir les mêmes droits que tous salariés qui sont dans les autres départements. Et la ministre ose dire que l'égalité n'est pas une priorité à Mayotte. Alors, dans les travaux sur la loi Mayotte, d'ores et déjà, le préfet a commencé à l'annoncer. La date de 2036 pourrait être oubliée pour une autre date plus rapprochée, plus proche de nous. Alors 2036, c'est la convergence des droits sociaux, hein, pour celles et ceux qui auraient oublié. C'est plutôt une bonne chose, ça va Non, dans mais le sens. vous savez, en 2010, Oui. nous avons eu une grève. Et Hubert Derache, il était il était préfet de Mayotte. Oui. Nous avons eu une commission consultative extraordinaire qui avait arrêté une perspective d'évolution Oui. sur les droits des travailleurs, l'application du Code du travail, les conventions collectives et autres, la fonction publique. Et pendant toute cette période, rien n'a été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a pondu à chaque fois? C'est Paris qui décidait pour Mayotte. Voilà ce que vous devez avoir comme droit. Avec cette loi, on vient nous faire rêver encore. Moi, j'ai plus envie de rêver. Ce que je veux, aujourd'hui, c'est du concret. Le concret, ça sera une fois qu'on aura dit, dans les textes proches, sans attendre que ça soit cette loi propre Mayotte. Moi, je dis pas qu'il fallait pas. Peut-être oui, mais il y a des mesures qu'on peut intégrer dans les lois qui vont sortir avant la fin de cette année. Oui. Sur le social, il y a la loi de la sécurité sociale sur le financement de la fait, sécurité, tous les ans, à la fin de l'année. Il évolue. Oui. Donc, dans cette loi, on peut mettre pas mal de mesures qui aujourd'hui sont dérogatoires, prévoir la suppression de cette dérogation et aligner le droit commun. Ce n'est pas interdit. C'est juste une volonté politique. Et il y a la loi de finances qui sortira tous globale. Les ans, à la même période. Voilà, qui globale pour le territoire. Là aussi, ils peuvent prévoir des choses pour Mayotte. On peut prévoir les aides pour les entreprises de Mayotte, par exemple, pour accompagner le rattrapage rapide du droit commun. Pour garder la compétitivité et maintenir les emplois. Exactement. Et prévoir dans cette loi-là des fonds spécifiques pour Mayotte, pour ce rattrapage. Mais quand on dit à chaque fois, oui, mais il faut une loi spécifique, alors que ce sont les mêmes, quand ils vont rédiger ces lois spécifiques, ils ramènent à chaque fois la situation de Mayotte encore plus bas. Moi, je ne crois pas tant que je n'ai pas vu. C'est bien que le préfet dise qu'on va réduire la période de 2036, mais le ramener à quelle période? Il y a eu la loi Mayotte 2025, des discussions. Il y a un texte qui est écrit. Pourquoi ne pas mettre ça en application? Pourquoi inventer autre chose alors qu'il y a déjà des mesures, il y a des propositions, il y a des textes, il y a des revendications pour utiliser tous les termes qui sont déjà disponibles? Pourquoi on ne les a pas utilisés? Donc aujourd'hui, on nous envoie vers une nouvelle loi, ok? Mais cette loi, ça sera quoi le contenu? Il y a eu des propositions, il y a eu des mesures qui sont arrêtées, mais ça sera quoi le contenu de cette loi? C'est la question que tout le monde se pose. Salim Naouda, comment est-ce qu'on peut faire pour que dans les 10 prochaines années de Mayotte département, les Mahorais prennent leur destin davantage en main et attendent moins que Paris, comme vous le disiez, que Paris dise, ben voilà, c'est ça qu'on va faire, voilà, c'est comme ça qu'on va le faire. Comment Mayotte peut s'investir dans son propre destin? Moi, j'ai eu la chance d'avoir échangé avec pas mal de secrétaires généraux, des syndicats, des autres territoires français. Oui. Je vais prendre l'exemple de l'USTKE de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Gérard Jodard, paix à son âme, parce qu'on m'a appris qu'il était décédé. Lors des discussions, je lui avais dit, vous avez une trajectoire vers l'indépendance. Nous avons une trajectoire vers la départementalisation. Mais nous avons un point commun, parce que dans chaque perspective qui est tracée par les populations, il faut des mesures d'accompagnement et après, derrière tout ça, avoir des gens qui prendront les responsabilités. Donc il faut former. Il m'a dit effectivement, là on se rejoint. Il faut former pour la départementalisation, il faut former pour l'indépendance. Oui. Malheureusement, à Mayotte, cette chose n'a pas été faite.
Mais pourtant, les jeunes Et Mahorais partent en métropole pour se former comme les jeunes non, mais Français. Donc, oui, ils il se part. forment. Non, mais je vais prendre un exemple. Oui, Là, il y a une jeune Mahoraise oui. qui est représentante d'un organisme, je ne vais pas le citer, qui forme les cadres hôteliers. Cette jeune a demandé à rencontrer les lycéens pour qu'ils aient cette possibilité de faire un choix. Mais quand la jeune veut se présenter dans les lycées, on lui ferme la porte. Tout simplement parce qu'il y a le lycée de l'hôtellerie qui existe à Kawini, donc il faut valoriser ça. Alors que là-bas, on forme des serveurs, mais pas des cadres. Je comprends. Donc il faut laisser justement les Mahorais à faire le choix d'entrer dans l'encadrement. Nous avons, comme vous l'avez dit, des jeunes qui sont en métropole, qui ont fait des études, qui ont fait le choix de rester en métropole parce que les droits qui sont appliqués à Mayotte sont... Il y a un écart entre quelqu'un qui exerce en métropole ou quelqu'un qui exerce ici. Ils ont fait le choix de rester là-bas. Donc ne venez pas nous dire à chaque fois qu'il manque de l'ingénierie dans le département. À Mayotte, il y a des cerveaux. Mais ils sont à Paris. Ils sont à Paris ou ailleurs. Je comprends. Donc, et je peux prendre l'exemple, nous avons un jeune Mahorais de Sada qui travaille chez Alstom. C'est ce jeune-là qui a assuré la mise en service de tout ce qui est système électrique à l'île Maurice, à l'aéroport de l'île Maurice. C'est lui qui était le cadre ingénieur, un responsable de la mise en service du chantier de l'île Maurice. Est-ce que ce jeune ne peut pas être utilisé à Mayotte? Ah ben, il l'aurait largement de quoi Largement, faire, je voilà. pense. Oui. Et il le fera avec aisance, avec amour. Mais à condition d'être payé de manière Voilà, équivalente comme, et d'avoir ce qu'il- des voilà, avantages équivalents. comme Ça, ce qu'il c'est a sûr. ailleurs. Donc nous, on fait fuir les matières grises de Mayotte. Après, on dit à chaque fois qu'il manque de l'ingénierie. Donc pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les 10 prochaines années? Il faut déjà mettre aux normes les inégalités qui existent entre Mayotte et la métropole. Il faut appliquer les mêmes textes au niveau des droits des salariés, quel que soit qu'on soit dans le public ou privé. Il faut qu'on ait les mêmes droits et les mêmes perspectives d'évolution. Et puis par la suite, intéresser ces jeunes-là à revenir dans leur territoire et investir. Nous l'avons vu dans les autres départements d'outre-mer. Quand on va en Martinique, moi c'est une fierté quand je vais là-bas, je vois un directeur martiniquais qui a des responsabilités dans des grandes entreprises ou qui a des responsabilités dans des grandes structures. Quand on va à La Réunion, d'ailleurs récemment Erika Barrett s'est battue parce qu'ils avaient la compétence à La Réunion, il fallait que ce soit la personne, le Réunionnais, qui occupe le poste du directeur de la CNFPT. Pourquoi à Mayotte on n'utiliserait pas la même politique? Donc, Mais comme pour les c'est de ça. marchés, d'avoir une préférence aussi pour les entreprises Voilà, locales. donc il faut qu'à un moment, on ait une politique volontariste de faire aimer Mayotte par les jeunes Maoris. Alors Salim Naouda, le temps passe, on est presque à la fin de cet entretien. Et il y a un aspect que je voulais vraiment aborder avec vous. Vous vous appelez Naouda, il y a Georges Naouda. Je pensais, comme peut-être beaucoup de personnes, que vous étiez de la même famille. Or, vous m'avez dit non, pas du tout. Non, mais justement, Georges Naouda, moi je l'ai appris comme tout le monde, que c'est quelqu'un qui s'est investi pour Mayotte française. Oui. Mon père, le prénom de mon père, c'est Naouda. Et c'est venu de génération en génération, ce prénom-là, parce que tout simplement, l'histoire de ma famille, Oui. côté de mon père, c'est aussi ancré dans l'histoire de Mayotte, parce que moi je suis de la sixième génération de Omar Aboubakar, que beaucoup de Maoris, peut-être, ont entendu parler de lui. Donc Omar C'était un Aboubakar, personnage très important dans l'histoire de voilà, Mayotte exactement. française. C'était le premier cadi de Mayotte. C'était un arabe qui est arrivé. Donc c'est lui qui a travaillé avec Rendren Ansouli. Et c'est lui qui avait rédigé le courrier qui a été signé par Rendren Ansouli, remis à commandant Passo quand il était de passage à Mayotte pour, dans un premier temps, demander de l'aide pour la population qui était dans ce territoire. Mais en même temps, à la fin de sa demande, il a mis en échange le transfert disons, la cession de Mayotte à la France. Donc, au départ, Renan Ansouli n'avait pas connaissance de ce qui était écrit.
quand Komanda Passo est revenu avec l'accord qui était accepté La à réponse Paris, de la France, en fait. France, il y a eu une confrontation entre les deux personnes, Omar Aboubakar et Randrian Ansuli, qui au final, Randrian Ansuli est obligé de céder et de suivre la démarche et la demande qui était faite par Omar Aboubakar de céder Mayotte à la France. Donc moi, je m'inscris dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, c'est une fierté quand l'ancien cadi, grand cadi de Mayotte, Madal Ashrafi, c'est mon tonton, et le feu tonton, quand il m'a appris cette histoire, ben, moi, c'était une fierté. Bien Et il sûr. m'a remis un document sur cette histoire-là. Donc, Un document d'époque. voilà, un document de l'époque qui a été traduit après en français. Donc, c'est une fierté pour moi de continuer ce combat Mayotte française avec les droits, avec la garantie et la protection qu'il faut pour les Maoris. Donc, Omar Aboubakar, qui a donné naissance à Salim Omar qui a donné naissance à Saïd Salim, Saïd Salim qui a donné naissance à Hanafi Saïd, parce que c'était une succession de prénoms, et Saïd Salim, Hanafi Saïd, qui a donné naissance à Naouda, qui est mon père, même s'il est décédé, mais c'est mon père. Oui. Et puis Naouda, et puis moi, voilà. Eh bien, écoutez, Salim Naouda, merci pour cette petite page d'histoire. Merci également pour Merci ce témoignage. Bon courage pour la lutte, parce Merci. qu'elle n'est pas terminée, si j'ai bien compris. Il y a beaucoup de à faire. chantiers et j'espère que la nouvelle équipe qui vient d'arriver au département sera à l'écoute, parce qu'on ne pourra jamais construire Mayotte sans les Mahorais. Nous ne devons pas rester derrière la vitre, alors que les choses se passent à l'intérieur. Il faut qu'on y soit, il faut qu'on s'y mette. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Nous, on se retrouve très vite sur CQFD pour une prochaine interview. Bonne journée.